Martineau. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Alors, Jean-François Netanyahou est critiqué même dans son propre pays, là. Ben, il faut faire une distinction parce que, donc, pour la première fois, je pense, la majorité des Américains, plus de 50% des Américains dans 3 sondages récents ne sont pas d'accord avec la politique israélienne à Gaza. Et ça, c'est un retournement parce que généralement, il y avait une majorité d'Américains qui étaient favorables. Évidemment, la communauté musulmane est chaque fois plus importante, mais elle reste très minoritaire, plus importante que la minorité juive, mais quand même très minoritaire. Elle a été extrêmement présente pour dénoncer la politique de Biden. Normalement, les musulmans votent démocrate. On se souvient que Donald Trump avait voulu interdire le voyage de pays musulmans vers les États-Unis dans les premiers jours de sa présidence. Il a promis de le refaire. Il appelait ça le Muslim ban. Alors, où vont aller les musulmans s'ils votent pas Biden? Ben, ils vont peut-être rester chez eux. Ça peut faire la différence dans une course très serrée. On l'a vu dans le Michigan, où il y a énormément de musulmans, où il y a quand même 15 000 musulmans qui sont allés voter dans la primaire démocrate en indiquant qu'ils n'étaient pas d'accord. Donc, ils ont choisi personne plutôt que de choisir Biden. Quoi qu'il en soit, en ce moment, même le président Biden, qui était favorable à Israël, mais qui essayait de retenir Netanyahou sur les victimes civiles à Gaza, s'est éloigné de plus en plus de la position de Netanyahou. D'ailleurs, il est censé lui parler dans les prochains jours, mais ça fait plusieurs semaines qu'il ne lui a pas parlé. Et ce qui a beaucoup choqué les Israéliens, c'est que même au Conseil de sécurité, la semaine dernière, les Américains qui mettaient toujours leur veto quand il y avait des résolutions qui appelaient à un cessez-le-feu, n'ont pas mis leur veto la dernière fois, ce qui fait que le Conseil de sécurité a appelé à un cessez-le-feu. Alors évidemment, le Conseil de sécurité, c'est pas le gouvernement israélien, donc le gouvernement israélien peut s'en ficher complètement, mais c'est la première fois qu'ils perdaient leur bouclier de protection diplomatique qui était les États-Unis. Alors, pour eux, pour les Israéliens, évidemment, un cessez-le-feu, ça veut dire, selon eux, donner raison au Hamas. Ce qui n'est pas le cas, mais en tout cas, c'est ça que ça veut dire. Pour ceux qui demandent le cessez-le-feu, la plupart des gens, c'est essayer d'arrêter le massacre. Et pour eux, c'est nous empêcher de continuer de détruire l'infrastructure du Hamas. Si le Hamas libérait tous leurs otages, là, après ça, Israël pourrait dire, oui, on fait un cessez-le-feu, mais ils ne veulent pas libérer les otages. Ben, c'est ça. C'est-à-dire, il y a différentes modalités. Évidemment, le Hamas continue à être donc détenteur de ces otages, d'essayer de les monnayer en échange d'un cessez-le-feu plus long. Et pour l'instant, ils n'ont jamais dit on veut libérer tous les otages contre un cessez-le-feu permanent. Ils disent on va libérer un certain nombre, parce que là, ce qui reste, c'est beaucoup les Israéliens. Il y a certains militaires israéliens. Donc, c'est sûr que pour le Hamas, quand le dernier otage va être libéré, ils vont avoir moins de levier de négociation. Là où ils en sont, franchement, Mais Jean-François, ceux qui disent dans toute guerre, malheureusement, il y a des victimes collatérales. Pendant la Deuxième Guerre, il y a beaucoup de Français qui sont décédés sous les bombardements alliés. Des Français, oui. Ça arrive, là. La marine britannique a même coulé un bateau français et a tué des centaines de marins français qui étaient sur le bateau. Donc, tu réponds quoi à ça? On peut donner l'exemple de Danzig. Je veux dire, il y a des cas dans la Deuxième Guerre mondiale, ou Hiroshima, Nagasaki, où des civils ont été visés pour dire à l'ennemi, arrêtez là, on est en train de tuer vos civils. OK? Alors ça, les règles qui ont émergé après la Deuxième Guerre interdisent de viser directement des civils. Alors, dans le cas du Hamas, évidemment, ils se cachent dans les hôpitaux, dans les mosquées et les écoles. Alors, ils rendent la difficulté beaucoup plus grande, mais même pour les meilleurs alliés des Israéliens, c'est-à-dire les Américains,
Il considère que Israël n'a pas fait suffisamment pour protéger les civils au moment où il tentait d'attaquer le Hamas. Mais là, de toute façon, ce qui s'est passé hier est un point de bascule parce qu'il est très clair que le convoi humanitaire qui a été visé spécifiquement. C'est un convoi humanitaire et c'est inexplicable. C'est une erreur d'identification, a dit le général en chef israélien. Que pensait-il que c'était? Est-ce qu'il pensait que c'était des généraux du Hamas qui étaient cachés dans un convoi humanitaire? Ce qui est arrivé. Il y en a qui sont cachés dans des ambulances. Tout ça est arrivé. Mais dans ce cas-là, c'était pas le cas. Et pourquoi prendre le risque de viser des travailleurs humanitaires si on pense qu'il y a une personne qui serait du Hamas? Et tu me posais la question de la popularité de Netanyahou en Israël. Alors, il faut faire la distinction parce que c'est vrai que maintenant, la majorité des Israéliens voudraient des nouvelles élections et sont contre lui. Les élections devraient avoir lieu seulement dans 2 ans, donc en 2026, et il a la majorité. Donc, lui, il n'a aucune raison, parce que les sondages sont mauvais, lui, il n'a aucune raison de donner sa démission. Mais il est vrai que maintenant, il y a des manifestations. Sauf que ça ne veut pas dire que les Israéliens qui sont contre Netanyahou sont contre sa politique à Gaza. Au contraire, il y a une majorité d'Israéliens qui pensent qu'il n'y a pas eu suffisamment de bombardements à Gaza. Et lorsqu'ils sont en désaccord avec l'idée d'une solution à 2 États, ils disent, ben là, franchement, arrêtez de parler de ça. Il n'est pas question que les Palestiniens aient leur État. Et donc, l'opinion publique israélienne est très belliqueuse, est encore très revancharde. Puis il y a une partie de l'opinion qui était très minoritaire, qui était vraiment marginale, qui disait on va réoccuper Gaza, qui maintenant a droit de citer, qui veulent renvoyer des colons israéliens à Gaza, ce qui avait été retiré lorsque Israël s'était complètement retiré de Gaza. Donc, il ne faut pas confondre l'opposition aux politiques d'Israël qu'on connaît en Occident avec l'opposition à Netanyahou qui est en train de se consolider en Israël. Et rapidement, Jean-François, tu veux parler de la visite de Valérie Plante dans le métro de Montréal. Ben, écoute, je pense que, donc là, c'est sur la question de l'insécurité. Et puis, on a vu une carte là, qui est sur Internet récemment sur, par exemple, le nombre d'homicides par habitant en Amérique du Nord. Et on montrait que le Québec était un havre de sécurité, hein, comparé à n'importe quelle autre région d'Amérique du Nord. Puis il y a juste le Vermont puis le Maine là, qui semble être aussi bénéficier d'une quiétude comme la nôtre. Mais il y a des zones à l'intérieur de cette nation pacifique, il y a des zones d'insécurité. Et donc, Valérie Plante était présente un peu pour illustrer le fait que on apprend grâce à sa visite qu'il y a un effort concerté plus grand ces derniers mois de la police pour essayer de soustraire des stations comme Berry et les autres un certain nombre de revendeurs de drogue, pour en tout cas réduire la présence de personnages incivils dans ces lieux-là. C'est une bonne nouvelle. Ça aurait dû être fait avant. Puis moi, je lui dirais, vas-y donc chaque mois, tu sais, pour mettre tous les policiers puis tous les agents de sécurité sur le gros nerf, là. Ça se peut que la mairesse arrive. Je vais te raconter quelque chose. Mon père était épicier. Il y avait 2 épiceries indépendantes, une à Thetford, une à Black Lake. Alors, des fois, il était dans l'autre épicerie. Moi, je travaillais, petit gars, j'avais 14-15 ans, j'étais au sous-sol avec les salariés. Et là, on entendait dire « Monsieur Lisée arrive ». Ça veut dire qu'il était dans le stationnement. Il y avait quelqu'un, un salarié en haut, qui l'avait vu arriver dans le stationnement. C'est que tout le monde dans le sous-sol se remettait à travailler. C'était pas sûr qu'il viendrait, peut-être qu'il viendrait jamais dans le sous-sol. Mais juste l'idée qu'il était proche d'entrer dans le magasin augmentait la productivité. Alors, j'espère qu'une visite surprise mensuelle de Valérie Plante dans le métro, ça pourrait aider. Et écoute, rapidement, en terminant, est-ce que François Legault t'a donné envie de manger du foufou sauce graine? Oui, j'avoue que oui. Puis j'ai vu le reportage avec la restauratrice qui n'en revient pas d'être populaire comme ça, puis des gens qui voient ça sur TikTok, qui y vont. Bon, oui, ça me donne le goût d'essayer ça.
Mais est-ce que c'est le rôle des politiciens de faire ça? Tu sais, ils chutent dans les sondages. Penses-tu qu'il y a quelqu'un qui va dire Hey, moi, je vais voter Legault finalement parce qu'il est allé manger du foufou sauce graine? Ben, écoute, il y a du monde qui savait pas, qui s'intéressait à ça, et puis ça renversera pas la tendance, là. Mais moi, je pense qu'il y a du dosage. Si tu te mets à faire ça tous les jours, on dit, mais comment ça se fait que le premier ministre n'a rien d'autre à faire que de tester des mets intéressants, parce que c'est dans son bureau, il n'est même pas allé au resto, là. C'est un influenceur qui lui a amené le plat. Surtout qu'il parle très peu aux journalistes maintenant. Depuis le début de l'année, Ben il oui. parle de moins en moins aux journalistes. Il fait de plus en plus de blagues. Bon, il faut savoir doser. Alors, de temps à autre, faire ça, ça va, mais avec modération. Merci beaucoup. C'est un meilleur goût. Merci, Jean-François. À demain. Merci.